l'interview éco. On parle donc économie, réaction des marchés en ce lendemain de vote aux États-Unis. Avec vous, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ça y est, les Américains se sont rendus aux urnes hier. Voici venu le temps des décomptes et des résultats. Et c'est quand même un scénario noir qui se profile avec Donald Trump qui revendique une victoire et qui évoque déjà la Cour suprême. Est-ce que les investisseurs s'y étaient préparés ? Alors pas du tout. Mais quand on regarde la réaction des marchés ce matin, on a l'impression que finalement tout leur va. On s'apprête tout de même à connaître une période d'incertitude et de duel juridique. Je dois dire que la réaction des marchés me déconcerte. On a commencé par perdre plus de 100 points à l'ouverture, que l'on a presque repris. Alors je ne sais pas si c'est la victoire de M. Biden dans l'Arizona qui semble redonner espoir, que le scénario initial, celui d'une large victoire de Joe Biden, soit finalement validé. Alors, victoire pas large, mais victoire tout de même. Donc pour l'instant, je dois dire que c'est assez surprenant. Mais est-ce que le fait que les marchés ne réagissent pas négativement, c'est pas aussi positif parce que ça veut dire que ça ne va pas les déstabiliser ? Là, pour l'instant, c'est assez difficile à analyser. Ce serait vraiment la première fois qu'une incertitude déboucherait sur une sérénité des marchés qui a payé quand même depuis 48 heures l'hypothèse d'une victoire de Joe Biden. Donc, l'envol de 4 à 4,5% des indices, elle a été justifiée par le fait que c'était presque sûr, mais la victoire de Joe Biden n'allait pas souffrir de contestation. Et de ce fait, donc, comme on était à peu près sûr que Trump devrait reconnaître sa défaite, on a payé le marché en se disant il n'y aura pas de mauvaise surprise cette fois, on ne va pas revivre le scénario de novembre à décembre 2000. Et pourtant, c'est ce qui arrive et les marchés, pour l'instant, ont l'air de digérer ça. Et je dis que ça tient un peu du prodige pour l'instant. Alors comment on se comporte en attendant des résultats définitifs en tant qu'investisseur ? Est-ce qu'il faut intervenir ou est-ce qu'il faut se tenir à l'écart ? Là, on va dire que sur des niveaux de 4780, 4008, le CAC 40, et sur ces niveaux de l'été, niveau médian de l'été, la zone des 4780 servant de support, et cet été, on n'avait pas de confinement, on avait une perspective de croissance au 4e trimestre. Quand vous écoutez aujourd'hui Goldman Sachs, il faut retourner à 180 degrés les anticipations, de plus 2,2 à moins 2,3. On est vers un confinement qui sera peut-être même plus long que le premier. Et si ça s'étend jusqu'au mois de janvier, ça veut dire qu'il faudra également commencer à réviser les perspectives de redressement du PIB au premier semestre 2020 qu'on nous promettait assez brillant. Et tout est comme ça. Et on a donc des tas d'éléments négatifs qui se greffent sur les scénarios que l'on avait avec un CAC à 4008 il y a 2 mois. Et aujourd'hui, finalement, on ne baisse pas avec de surcroît une incertitude sur le résultat des élections et le risque que l'ambiance, on va dire, aux États-Unis soit très délétère au niveau social et dans la rue au cours des prochaines semaines. Alors que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, il y a des éléments qui plaisent plus ou moins aux investisseurs, des baisses d'impôts pour Trump, un plan gigantesque pour Joe Biden. Qu'est-ce qui est déterminant pour les investisseurs ? Qu'est-ce qui va le plus leur plaire ? J'ai l'impression que les marchés continuent de s'accrocher
à la perspective d'un grand plan de relance qui de toute façon se fera quel que soit le nom du vainqueur. Alors la différence, c'est 2000 milliards d'investissements dans les infrastructures pour Trump, c'est 2200 milliards de relance pour les démocrates. Bon, ça se joue à la marge, avec derrière une Fed qui injecte, donc c'est vrai que ce soit l'un ou l'autre candidat, ça ne change pas grand-chose. Mais je le répète, ce qui change tout, c'est qu'on rentre dans une période d'incertitude et potentiellement d'instabilité sociale. Et de toute façon, je veux dire que c'est pas le moment le plus favorable pour acheter le marché, qui n'est donc plus vraiment au plus bas aux États-Unis, clairement. On a repris pratiquement 5%, entre 5 et 6% sur le CAC et sur l'Eurostoxx en l'espace de 48 heures. Donc peut-être qu'effectivement on aurait pu payer 4 ou 5% plus bas en se disant bon, certes on est reparti pour 4 à 6 semaines de bataille juridique autour des élections. Mais 4005, admettons, c'est peut-être un point d'entrée pour le CAC. 4008 ne l'est pas, à mon sens, pas plus que 3004 sur le S&P. Donc c'est pas cadeau à ce prix-là, et avec des perspectives économiques, je le répète, qui sont loin d'être enthousiasmantes en ce qui concerne désormais la France et l'Europe. Il y a un élément qui va rentrer en compte pour le vote de ce stimulus prochainement, c'est le Sénat. Alors pour l'instant, il n'est pas encore passé à majorité démocrate, il est toujours républicain, mais il faudra forcément pencher la balance du côté d'un plan plus important du côté démocrate. Est-ce que le montant de ce stimulus, on oscillait entre 2000 milliards de dollars et 2200 milliards de dollars, est vraiment important pour les investisseurs ? Non, ça ne peut pas l'être, parce qu'en plus de ça, c'est pas figé dans le marbre. Vous connaissez Donald Trump. Si jamais il était déclaré vainqueur, parce que je crois que depuis 100 ans, le candidat qui remporte et la Floride et l'Ohio devient président des États-Unis sans exception. Et pour l'instant, qui est vainqueur en Floride et dans l'Ohio ? C'est bien Donald Trump. Donc Donald Trump peut très bien, d'un tweet, avertir qu'il s'aligne sur la mise de fonds des démocrates, un peu comme au casino, où vous collez à la mise de celui qui vient de surenchérir. Donc 200 milliards, c'est rien, parce que d'un amendement, on peut très très bien rajouter 200 milliards pour n'importe quel prétexte. Pour Donald Trump, il ne manque pas, évidemment, soutenir l'industrie pétrolière, moderniser encore l'arsenal nucléaire américain. Il y a des tas de raisons de rajouter 200 milliards. Donc c'est absolument pas ça qui peut faire la différence, à mon sens. Alors quel peut être le rôle de la réserve fédérale ? Est-ce que s'il y a une période de grande incertitude et de chamboulement des marchés, elle peut intervenir ? C'est pas qu'elle peut. Elle le fait. Elle va continuer de le faire, quel que soit le plan de relance à 2000, 2200 ou pourquoi pas bientôt 2500, qui sait, parce que s'il y a confinement en Europe, il y aura forcément un ralentissement global de la croissance mondiale qu'il faudra compenser. Donc la Fed, elle va imprimer. Alors aujourd'hui, elle dit que ce ne sont plus ces annonces à elle d'injection monétaire qui doivent être le moteur de la croissance. La Fed dit que c'est maintenant aux politiques de prendre le relais, de présenter des plans de soutien. Mais nous, derrière, on fournit la liquidité. Donc la Fed va continuer d'imprimer du dollar en mode nos limites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Philippe Béchade. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.